Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Biblio. Notre émission d'aujourd'hui va prendre la forme d'une discussion centrée autour du livre Savoir-faire, histoire, outils et sagesse de nos grands-parents, un livre qui est décrit comme étant un guide pratique qui tend une main entre les générations. L'autrice, Eugénie Aymon, est une journaliste qui est partie à la rencontre de personnes aînées pour découvrir et compiler leurs connaissances riches en savoir-faire. À travers ces rencontres, 20 portraits ont été rédigés et certains d'entre eux sont parmi nous aujourd'hui. Je nomme Annette Loca, André Godard et Richard Sunnerton. Monsieur Sunnerton étant anglophone, je parlerai en anglais lorsque je m'adresserai à lui. Bonjour tout le monde. Welcome. Bonjour. Bienvenue. Eugénie, on va commencer avec toi. Tu as un profil de journaliste assez incroyable. Tu as un bac en communication, profil télévision de l'UQAM, une maîtrise en gérontologie de l'Université Sherbrooke, 2 médailles d'or au Prix canadien d'excellence en publication numérique, 3 grands prix du journalisme indépendant, 2 nominations au Prix du magazine canadien et tu es récipiendaire d'une bourse du Conseil des arts du Canada pour la création d'une bande dessinée documentaire sur la question de l'habitat pour aînés. Donc, tu es évidemment passionné de ton métier, que tu as d'ailleurs commencé ici même à la Chute. Oui. Est-ce que tu peux nous ramener à tes débuts en tant que journaliste et nous parler de tes premiers projets? Oui. Moi, d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir d'être ici parce que c'est ça, je vois mes collègues Pascal, Sylvain, c'est avec eux que j'ai commencé. Puis quand j'ai commencé, j'avais ce bac en communication-là, télévision, mais j'avais pas d'expérience comme journaliste. D'ailleurs, Pascal, ça le faisait fâcher un peu parce que je faisais pas de montage à la télévision. En fait, je cherchais quelqu'un. Il n'y avait pas de journaliste à temps plein pour s'occuper de l'émission d'information locale. Donc, on m'avait engagée espérant que je puisse donner un coup de main au montage, ce qui n'a pas été le cas finalement. Mais j'ai passé donc 2 ans et demi, 3 ans ici, vraiment fantastique parce qu'on m'a laissé... on n'avait pas beaucoup de moyens, mais j'avais carte blanche. On pouvait faire ce qu'on voulait, puis la créativité était vraiment bienvenue. Donc, c'est ici, quand je suis arrivée, que moi, j'avais une idée. Je voulais aller habiter dans une résidence privée pour aînés. Ça faisait longtemps que j'y pensais, donc je trouvais que c'était vraiment le terrain parfait pour réaliser ça, pour faire une espèce de télé-réalité. Et donc, Sylvain Côté, qui m'a accompagnée à la réalisation, puis on a fait une série de projets, finalement, comme ça. Oui. Ce documentaire dont tu viens auquel tu viens de faire référence, d'où t'es venue l'idée d'aller habiter dans une maison de personnes âgées? Bien, ça faisait longtemps que avant d'arriver ici, ça me fascinait, ces lieux-là. Je trouvais que, moi, mes grands-parents étaient décédés. En fait, c'est pas vrai, j'avais une grand-mère qui était décédée, qui avait habité dans ces lieux-là, puis j'avais une autre grand-mère qui était en CHSLD. Mais depuis que j'avais pas tant de contact avec ces lieux-là. Finalement, une fois que ma grand-mère en résidence était décédée, j'y allais plus du tout. Et je voulais, je me disais, pourquoi on n'amènerait pas une caméra à l'intérieur pour pouvoir faire un pont avec le reste de la société? Parce que si on n'a pas de parents ou de grands-parents qui habitent là, bien, qu'on ne travaille pas là, bien, on met pas les pieds là. C'est vrai. Fait que c'était ça l'idée, en fait. Puis je me disais, on les dépeignait dans les médias de façon tellement péjorative. Puis souvent avec raison, là, il y a quand même certaines choses qu'il fallait faire ressortir. Mais moi, je me disais, pourquoi j'irais pas juste à la rencontre des gens, voir leur quotidien, puis surtout parler de ces vies-là qui sont quand même exceptionnelles de par souvent juste leur longévité. Tu sais. Et c'est là d'ailleurs que tu as fait la connaissance de ton amie Clémence. Oui. Oui. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as nommé ta fille après ton amie Clémence? Oui. Elle partage le même nom? Oui. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même laissé une empreinte sur ta vie? Oui, Clémence, peut-être qu'il y en a qui écoutent, qui l'ont connue. Clémence Hoff, Clémence Bastien, à la fin de sa vie, elle habitait au Médaillon d'Or, mais elle avait habité à Saint-Michel de Wentworth toute sa vie, en fait. Puis moi, avec Sylvain, on tournait la série en résidence, donc on avait habité là 2 semaines à peu près. Donc, j'avais demandé à Clémence si elle voulait participer. Elle avait peut-être 93 ans dans ce temps-là. Puis elle m'avait dit « Oh non, ça m'intéresse pas d'être devant la caméra. » Je comprenais très bien. Je n'insistais pas dans ce temps-là quand les gens ne voulaient pas. Mais une fois, on avait vraiment des longues journées de tournage. Puis une fois que le tournage était terminé, moi, j'allais dans sa chambre puis on prenait du Grand Marnier.
Puis il y a vraiment une belle amitié qui s'est développée. Puis c'est vraiment resté mon amie. Même quand j'ai terminé, j'ai arrêté de travailler, je suis toujours retournée. Donc, quand puis elle n'avait pas eu d'enfant. Donc, moi, quand j'ai eu mon premier bébé, ma fille, mais je l'ai appelée Clémence. Est-ce qu'elle l'a su? Oui, oui, je l'ai appelée. J'étais à la oui. maison de naissance, je l'ai appelée. Puis oui, ça a été un beau moment. Oui. OK. Oui. Et à partir de là, comment t'es venue l'idée pour le livre dont on va parler aujourd'hui? Bien, finalement, c'est... moi, je me suis un peu... C'est ça, après cette expérience-là en résidence, je me suis vraiment spécialisée en gérontologie. C'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise aussi. Donc, tous mes reportages, mais pas que, tournent toujours un peu autour de la question du vieillissement de la population. Puis ça, c'était une commande à la base, en fait, parce que je travaillais... Un de mes contrats, c'était d'écrire des reportages pour un magazine qui s'appelle B-Side Media, B-Side Magazine. Donc, eux m'avaient approché pour que j'écrive 4 portraits d'aînés qui avaient des savoir-faire. Puis, tu sais, l'idée, c'était pas de trouver des savoir-faire qui étaient nécessairement patrimoniaux, là, entre guillemets, mais c'était vraiment de trouver, d'outiller les gens pour des savoir-faire simples qu'on pouvait appliquer dans notre quotidien, mais des gestes qui se perdent, tu sais, que souvent les gens ont développé au cours de leur vie, puis c'est leur cas à eux qui sont ici. Donc, c'était ça le mandat. Puis moi, après que j'ai fait ce contrat-là pour ce magazine-là, de faire 4 portraits, bien moi, j'ai proposé au magazine d'en faire un livre. Ça avait tellement bien été, puis il y avait une belle réaction, donc on en a fait un livre. Mais là, c'est ça, ça restait une idée, mais c'est le fun, je suis contente de le voir là, parce que des fois, tu sais, j'ai des idées, puis ça se concrétise pas. Mais là, dans ce cas-là, tu sais, le livre est là, il existe, puis il est super beau. Oui, vraiment, très, très beau. Donc, c'était à la recherche d'aînés qui accepteraient de t'ouvrir leurs portes en pleine pandémie. Et là, et j'avais pas beaucoup de temps. Et il y avait ces gens-là que j'avais déjà interviewés quand j'étais à la chute. Donc, je les ai tout de suite recontactés. OK. Oui. OK. Tu étais aussi à la recherche d'histoires, de savoir-faire, de gens qui avaient connu une autre époque, de la parité, de la diversité. Comment tu as fait pour atteindre ces objectifs? Ça a été très complexe. C'est ça, parce qu'il y avait la pandémie. Tu sais, même Richard, c'est ça... she's asking me Nadia is asking me how I found the people I interviewed for the book. And I said it was complicated because there was the COVID and people didn't want to open their doors to receive. No. Yeah. Were you afraid with the COVID when I asked you to come into your house? No, because I think we were pretty much outside most of the time. It was in summer. J'ai demandé à outside is It was okay, yeah. J'ai demandé à Richard, parce que c'était un bon exemple, tu sais, il y avait comme une certaine réticence parfois à me laisser entrer parce qu'il y avait la COVID, puis c'est ça, moi je connaissais, les gens que je connaissais pas étaient, pourquoi ils auraient accepté, surtout que le livre n'était pas paru encore, donc c'était pas nécessairement, c'était difficile pour eux de s'imaginer à quoi ça allait ressembler, mais Richard me disait, on était dehors, donc c'était correct, il y avait beaucoup de savoir-faire, surtout l'été, qui se passait dehors, mais c'est sûr que j'avais une espèce de casse-tête, tu sais, on voulait couvrir beaucoup de régions. Fait que ça venait un peu... ça a été complexe parce que, par exemple, si j'avais quelqu'un qui savait faire des courtes pointes, comme Annette, elle aurait pu nous parler de courtes pointes dans le livre. Finalement, ce qui nous explique, c'est comment faire un jardin propice aux pollinisateurs, parce que dans mon casse-tête que j'avais ce trou-là à combler aussi. Fait que on voulait parler de maraîchage, puis j'avais déjà des courtes pointières en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est vraiment ça. C'était vraiment un casse-tête. Puis après ça, moi, ça a été une partie de pêche, de lancer des perches, puis de voir si les gens allaient répondre. Tu sais, moi, mon rêve à la base, c'était de me rendre sur le terrain, puis de cibler des gens sur le terrain. Mais là, avec la pandémie, puis les coûts liés au projet, parce qu'il y avait des photographes qui m'accompagnaient, c'était compliqué de faire ça comme ça. Donc, il fallait tout que je fasse au téléphone. OK. Oui. Annette, André, est-ce que vous aviez des réserves par rapport à recevoir Eugénie dans votre environnement en temps de pandémie? Non. Non. Mais je pense, Annette, c'est plus que vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Quand vous avez vu le livre, là, vous avez été surprise. Bien. Je suis quelqu'un quand même méfiante, tu sais, là. OK. Tu sais, là, de se laisser dire des choses puis être réaliste, là, il y a une petite nuance. Et puis c'est pour ça que la première fois qu'elle était venue, elle interviewait mon mari, mais moi, Annette est partie chez l'esthéticienne. Non, j'annulerai pas mon rendez-vous pour ça. Elle voulait parler à André.
Mais vous l'avez apprivoisé finalement. Oui, finalement, j'ai dit à Annette, j'ai dit à Annette, je vais revenir. Donc, je suis revenue. Souvent, c'est ça que je faisais. Je le faisais en plus qu'une rencontre pour qu'il y ait un lien qui se crée. OK. Ouais. Mais c'est une bonne expérience. bonne expérience, mais assez interviewé, comment nous faire une approche, on va dire. Hein, nous. Pour m'approcher, là, comme je pourrais dire, c'est un petit côté farouche. Elle m'a bien apprivoisé. Dans le livre, il est écrit que vous vous êtes donné le défi de vivre de la culture de légumes produits en grande quantité, sans produits chimiques ni intrants. Oui. D'où vous est venue l'idée d'adopter ce mode de vie en 1975? Oui, c'est les expériences que j'ai faites dans mon jardin qui m'ont permis de pouvoir produire sans avoir d'intrants pour mettre du poison, ces choses-là, puis que j'ai réussi. Puis j'ai essayé à plusieurs jardins que j'ai faits, puis j'ai tout réussi. C'est là que j'ai décidé de m'en venir sur une ferme. Quand je demandais aux cultivateurs pour faire des légumes sans produits chimiques, puis c'était non partout. Parce que dans les années 1970, il y avait un retour à la terre, mais ils n'étaient pas nombreux. Vous n'étiez pas nombreux à ne pas utiliser de pesticides puis d'insecticides. Très peu. Mettons, on était une vingtaine dans la province, c'était au plus. Mais il y en avait plusieurs cultivateurs qui n'ont pas exagéré dans les produits chimiques. Il y en avait quasiment dans chaque paroisse. Et avec l'expérience des vieux, de ceux que j'ai connus, ils venaient à bout de faire, de produire sans trop de difficultés. Mm-hmm. Puis Annette est même allée à l'école pour ça. Ouais. Vous êtes même retournée à l'école. Bien, quand CFAM, c'est ça, le Centre de formation agricole à Saint-Sco, qui a ouvert maintenant ces choses. J'ai commencé dans la première... ça a été là quand il y a eu la première... Oui, la première année, parce que c'était quand même la même chose qu'une année scolaire, tu sais, de commencer au mois de septembre, en juin, quand on est en agriculture. Mais pour aller à l'école, c'est comme l'inverse de la logique. On arrive au mois de juin, au mois de septembre pour commencer. C'est le temps des récoltes, mais pour commencer à l'école, c'est comme juste l'inverse. Oui. Quand on finit l'école, on a fait les semis, mais on ne peut pas les récolter. C'est comme récolter avant d'avoir semé. Ouais, c'est vrai que c'est... Puis c'était le défi, comme j'ai dit. Ouais, j'avais un de mes fils qui voulait décrocher un petit peu. Fait que c'est pas l'exemple, on va dire. Oui. C'est pour ça que j'ai retourné à l'école, mais de commencer à l'école, là, quand même... une journée d'école, puis qu'en revenant, tu as ta famille, puis tu as la ferme. Oui, c'est tout un horaire, oui. C'est tout un horaire. Oui. On vous surnomme tous les deux les équilibristes du maraîchage. À quoi devez-vous ce surnom? C'était un peu parce qu'on réussissait à produire, puis assez en grande quantité. Parce que beaucoup de gens étaient idéologistes, puis c'était des professionnels. Puis ils ne croyaient pas qu'on pouvait produire tant que ça. Oui, de produire puis d'en vivre aussi, c'était ça qui était difficile. D'en vivre. Là, au début, là, j'étais obligé de mixer pas mal de construction avec. Parce que quand même, à cette époque-là, tu sais, aujourd'hui, bio, on va dire que c'est une mode. C'est pas juste une mode, c'est une façon de vivre. Et dans ces années-là, le fait d'être bio, il faut l'être vraiment... Il ne fallait pas avoir l'eau courante dans la maison. Tu avais des gens qui, quand même, ne pensaient pas qu'on pouvait vivre, être habillés comme on était habillés normalement, tu sais, là. Vous étiez des pionniers, en quelque sorte. Hein? Pardon, j'ai pas... Des pionniers? Vous étiez comme oui, des bien. Pionniers. Il y en avait d'autres, mais quand même, dire une chose. Pour notre petit domaine, là, c'était... Puis de décider de s'en aller sur une ferme, là, à l'âge de 40 ans, là. Premièrement, les parents, moi je parle de mes parents qui n'étaient vraiment pas d'accord parce qu'ils étaient agriculteurs, mais de s'en aller, laisser la construction pour s'en aller travailler sur la ferme. Avec des taux d'inflation élevés. Hein? Oh, les années 80 ont été très pénibles. Très dur, là. Quand les intérêts sont montés jusqu'à 22, 23. Pour la terre, pour payer la terre. Pour payer, bien, c'était des... Pour vivre. C'était pas le prêt de la terre directement, mais indirectement,
des prêts qu'on faisait pour acheter de la machinerie ou autre chose. 22 d'intérêt. On a eu jusqu'à ces prix-là. Richard, where does your passion for knives come from? I've no idea. All I know is I've been fascinated by them all my life. I did see a movie, it was in the 1950s, which was about the Bowie knife, and James Bowie, the most famous knife of all. And I really, really wanted one, but growing up in Ireland, there was nowhere I could buy one. So when I started my apprenticeship as a mechanical engineer, they taught me how to shape metal using hand tools and machine tools. So I made myself one, and it turned out to be pretty good. So I just kept making them, and I'm still making them. That was 60 years ago. Wow. So that's quite impressive. In fact, you brought one here with you. Well, I think that part of it was Eugenie's interest was in the skill of sharpening a knife, which seems to be lost. You know, people just keep buying cheap knives and throwing them out. So I brought this steel, and our kitchen knife. It's so simple. If you ever get a chance to watch a meat cutter or a chef working, you'll never be very far away from this is a steel. Did you make this too? No. No. So that's why I brought, it's easier to show you than try to explain it. Right. But you were telling me there's two ways of making knife. Oh yes. Which one is yours? Well, the one that people think about is the Bladesmiths. I believe there's a television program where guys just take a piece of metal, take a tool steel, has to be a special steel, heat it up red hot and beat it with a hammer until it roughly resembles a knife blade. I go with the stock removal method, where you get a piece of steel and it's pretty close to the size. So for this knife I would be 2 inches wide, and I bat 36-inch lengths and 1/8 of an inch thick, and grind away everything just on a grinder and a belt sander that isn't knife blade. And that's the other school. So the one that gets all the attention because it's more dramatic. You've got a fire and you've got a guy with a hammer, yes. And you couldn't make a television series out of somebody grinding a piece of steel. Yeah. So how long did it take you to make this knife? Sorry? How long did it take you to make this knife? It's one of those, I don't sort of get up in the morning and start and work through till 5 o'clock. It's go and do a little bit, find something else to do, split some wood, whatever, work in the garden. But I would guess that for a blade this size, it would take me about 6 hours to make the blade, and handles are all much the same. So it'll be another 6 hours. Okay. So that's 12. But then you've got to have somebody, my wife looks after this, to tell me when to stop fiddling with it. So anything 12, 15 hours for a big knife like that. Okay. Did you show Eugenie how to make one? Or how to sharpen one? No. No, probably not. It was just when you... But it's a good example because pour le livre, on voulait pas... C'est un bon exemple parce que pour le livre, j'aurais pu lui demander justement comment faire des couteaux, mais ça s'adresse à des gens... ça s'adresse à tout le monde, en fait, mais c'est sûr que c'est compliqué quand même, puis ça prend une forge ou un feu, puis de la chaleur. Ça prend trop d'éléments pour que le commun des mortels puisse faire ça. Tandis qu'aiguiser un couteau, c'est vrai que comme c'est la compétence à aller chercher. C'est la compétence à aller chercher, puis c'est une compétence qu'on va pas chercher parce qu'on achète tellement de cheap qu'on se dit, de toute façon, si mon couteau et la lame est émoussée, je vais juste aller en acheter un autre.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi que Richard nous montre comment aiguiser un couteau. Puis là, il a apporté sa queue de rat qu'on appelle, mais il nous a expliqué aussi comment l'aiguiser avec la pierre ponce, puis la pierre à huile. J'ai une question en fait pour vous quatre. Dans une société qui dépend de plus en plus des machines, avez-vous l'impression qu'on perd un peu notre sens de l'autonomie en ce qui concerne les compétences de base? And I'm going to translate it in English for you, Richard. I asked everybody if they feel as though, since we are living in a society that is increasingly reliant on machines, do you feel like we're losing our sense of autonomy when it comes to basic life skills? Yes, when, you know, somehow I feel that cell phones, computers are taking over our lives, and I just think it's important, and Eugenie has done it, to show that there are other skills, and we shouldn't forget them. I think that's very important. Anything you lose is sort of unfortunate. Quand j'avais rencontré Richard la première fois, il m'avait dit, avant de le quitter, il m'avait dit, en espérant que les jeunes comprennent qu'il y a autre chose que leur téléphone, tu sais, dans le monde. Puis effectivement, quand dans son cas, tu réalises un couteau de A à Z, puis qu'à la fin de ta journée, t'as quelque chose de concret, c'est vrai que c'est satisfaisant. Oui, que tu as fait avec tes propres mains aussi. Oui, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans notre système d'éducation, on n'enseigne pas ça, tu sais. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des murs de notre maison, fait qu'on est complètement dépendant. Tu parlais d'autonomie, mais c'est un peu ça, tu sais. On ne l'apprend pas à l'école, on valorise pas ça dans notre éducation, donc on ne sait plus rien faire. Oui. Annette, André, qu'en pensez-vous? J'aime mieux d'avoir fait ça. Ce qu'on a fait à cette époque-là, c'était bien. Je trouve qu'un jeune, là, commencer comme aujourd'hui, comme chose, je vois pas que c'est très, très difficile. Très, très difficile. Vous n'encourageriez pas vos petits-enfants à faire ça? Bien, parce que quand même, je regarde, notre fils a acheté la ferme, tout ça. Mais de vivre de même misère, ils se rappellent, eux autres, comme on va dire, la difficulté, la misère qu'on a eue. Quand on peut... Est-ce que c'était une misère en quelque sorte parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour les aliments bio? C'était très peu. OK. Je l'ai livré à Québec avec une chevette. OK. Pour vous dire la quantité que j'avais, c'est pas un semi-trailer. Mais aujourd'hui, il y a une plus grande demande pour ces aliments-là? Oui, il y a beaucoup plus de demandes, puis ensuite, il y a une compétition féroce. Oui. Mais il y a un côté qu'on va dire c'est peut-être plus apprécié. Puis les gens ont plus de connaissances. Ce que j'ai dit tantôt, de penser parce qu'on cultivait bio, qu'on était dans ce domaine-là, c'était comme si on était vraiment arriéré de voir qu'on ne pouvait pas avoir l'eau courante et avoir une toilette. Hey, de se faire dire ça, là, c'était vraiment, on va dire, de nous humilier dans un sens. Tout ça, tu sais, c'est comme si on n'était pas dans le monde réel. Vous étiez avant-gardiste, je pense. Oui, vraiment. On était avant-gardiste, puis ensuite, ça, on a été élevé. Moi, chez nous, je me rappelle qu'on était à la Londe. On allait chercher l'eau à la rivière pour les animaux, puis pour le lavage. Après ça, on avait un puits à une couple d'arpents de la maison qu'on allait chercher une chaudière d'eau. Mais quand vous êtes 16, 17 dans la même chaudière pour boire, elle baisse vite. Bien, c'est ça. Bien, tu sais, sans avoir à net, sans aller s'acheter une terre puis essayer de vivre de ça, quand même, être capable de cultiver ses légumes pour en faire un peu. Quand même, Richard a un jardin puis il en fait pour sa consommation. Tu sais, si on peut avoir... puis c'est ce qu'il m'expliquait aussi. Tu sais, Richard, you were telling me it's good to know how to do a bit of everything. So if you have to survive, you can. Autonomy. That's my religion.
Yeah, because Annette, yeah. It really, it's just so important to be able to do as many things as you can by yourself. You can't do it all, but try to learn as much as possible and specialize in whatever somebody will pay you for doing. That's Donc, Richard explique que l'autonomie, c'est sa religion. D'être capable d'apprendre c'est à ça. faire un peu tout pour être capable de se débrouiller puis d'avoir la curiosité de le faire. Bon, là, j'extrapole. Mais honnêtement, autant comme... On va parler de notre génération. Je vais parler où ce que c'est qu'on en est. Mais d'avoir vu, tu sais, en parlant avec les jeunes, de penser, c'est pas si vieux que ça, tu sais, que l'électricité est arrivée, les autos, l'avion... puis là, on est rendu avec une technologie, qu'on va dire, justement... Moi, j'appelle ça d'être rendu à piton. Ils veulent savoir quelque chose, ils ont juste à peser sur le piton, tu sais, pour trouver tout ce qu'il y en est pour savoir comment le faire. Tandis qu'on avait à se débrouiller avec qu'est-ce qu'il en était. Pour ça, quand on a acheté la ferme, c'était dans le but, on a 5 enfants. Mais sur une ferme, l'enfant, on va dire, il y a de l'espace pour jouer. En tout cas, il est capable de se débrouiller, à faire du talent qui développe tout ça. Tandis que dans l'urbain, là, il reste que... Je ne peux pas faire autrement que... Ils sont limités. André m'expliquait qu'il est capable de prendre parce que le savoir-faire qu'il nous montre dans le livre, c'est comment rendre un jardin propice aux pollinisateurs. Puis lui, il est capable de prendre un nid d'abeilles ou un nid de... pas juste d'abeilles, de guêpes, de thon, puis de thon, puis de le prendre, puis de le déplacer pour l'amener vers dans un autre champ où il y a besoin de pollinisation. Ouais. Fait qu'il prend ça avec ses mains. Vous dites même Il faut qu'il faut pas avoir de stress en faisant ça. Mais il faut être en transe, comme on dit. Tu travailles là, comme si tu travaillerais de l'eau. Mais il y a le moment de la journée, excuse, là, mais c'est de choisir le moment de la journée aussi, pour, hein? Pas pendant que les autres, les guêpes, travaillent, sont sur le chiffre de travail. Tu sais, là, ils ont un chiffre de travail, l'insecte. Ils ont leurs armées pour les défendre. Oui. Parce qu'il y en a qui attaquent, puis d'autres qui chourissent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire attaquer par des guêpes ou des abeilles? Les premiers, quand j'étais jeune, chez nous, mon père il produisait des fraises, des framboises. En 1946, il était le plus gros producteur du Québec en fraises et framboises. Puis quand il y avait un nid dans les framboisiers, le monde ne voulait pas aller là. Fait que moi, j'allais puis je détruisais le nid tranquillement. Mais quand t'en as un qui te passe sous les yeux, là, qui te tourne autour des oreilles, il ne faut pas qu'il y ait de frissons. Annette, vous parlez de débrouillardise tantôt, puis dans le livre, on apprend aussi que vous avez appris beaucoup de choses à travers l'essai et l'erreur. Donnez-nous un exemple. Ben, on va mettre un exemple qui est présent, là. Oui, j'ai du talent pour coudre, OK? Tout ça. Puis de me débrouiller dans un paquet d'affaires. Changer une fermeture éclair ou bien donc réparer une fermeture éclair. Mon exemple est juste changer ce qu'on... Moi, j'appelle le runner, là, tout ça. Mais tu sais, combien de vêtements sont jetés par rapport que c'est juste le runner qui est brisé? Oui. Mais c'est tellement simple. Les gens jettent le manteau, mais de garder la vieille fermeture éclair parce que le manteau est plus bon, mais tu finis par ramasser bien des affaires. Ouais. Mais tout est utile. Puis c'est d'une simplicité. Ça demande juste de la patience et de débrouillardise pour un... Richard, did you learn anything through trial and error? just about everything. Right. Yes. You didn't have YouTube videos at the time showing you how to do things. It was pretty well. There's all sorts of videos and books now, but when I started, you pretty well had to come up with your own way of doing it. And when I read, there's several knife magazines, I read the articles, and I realised there's a whole bunch of us all coming up with the same ideas at the same time. Yeah. And so
Eventually, you know, you got a style that's your own and works for you. You can do this at any level. You can do it with a file and a hacksaw, or you can have a huge workshop with lathes and milling machines and belt sanders and grinders. So you pick the level that you want to work at and just get on with it. Yeah. Hope somebody will come along and buy your knives. Est-ce que tu t'es sentie inspirée, Eugénie, à retourner à un mode de vie plus simple après toutes ces rencontres? Peut-être pas un mode de vie plus simple, mais est-ce que tu as été inspirée à... Ben, je ne veux pas dire que tu as déjà perdu ton autonomie, mais est-ce que de juste retrouver ce sens de « je suis capable de me débrouiller ». Oui, c'est sûr que moi, j'habite à la campagne depuis une dizaine d'années, puis côté maraîcher, j'étais déjà dans ces réflexions-là, les potagers et tout, mais c'est sûr que moi, je me suis tellement fait dire, mon père n'était pas manuel, puis je me suis tellement fait... Puis il disait tout le temps, je suis pas manuel, tu sais, comme si c'était une fatalité. Ah. Puis moi, depuis plusieurs années, je me disais, mais moi, je suis pas manuel, tu sais. Alors que c'est juste une excuse pour pas apprendre, finalement. Puis on peut quand même... C'est sûr qu'il y en a qui sont plus... qui vont l'avoir... Bon, tu vois, encore, je dis l'avoir, mais c'est pas de l'avoir, c'est juste d'apprendre, puis d'être patient, puis d'essayer, tu sais. Mais là, c'est sûr que moi, chez moi, à la maison, c'est pas moi qui s'occupe de ça, puis je suis pas fière de ça. Mais effectivement, après ces rencontres-là, je me suis dit, là, j'ai 3 jeunes enfants, puis c'est plus complexe, mais c'est un de mes objectifs d'être capable de faire les réparations chez moi, tu sais, pourquoi pas. Mais c'est sûr que eux, ce qu'ils m'ont enseigné, au-delà des savoir-faire, c'est toutes ces vies-là incroyables qu'ils ont eues. Puis c'est ça, tu sais, c'est 20 portraits, c'est 20 vies de monde ordinaire. Puis ils nous racontent un peu toutes leurs épreuves ou les moments importants de leur vie. Puis c'est à plein de niveaux, pas juste au niveau des savoir-faire, mais la relation de couple, tu sais, plein de moments où on a des questionnements, on a des réflexions. Puis de voir des gens qui sont passés avant nous, mais ça relativise bien les choses. Oui, en effet. Vous êtes mariés depuis 61 ans, si je ne me trompe pas? Bien, oui, c'est ça. Oui. Bientôt 63. Bientôt. Est-ce que vous avez des conseils de mariage pour les gens qui nous écoutent? Oh, wow. Beaucoup d'amour et de patience. Oui. Puis pour Annette, c'est chacun ses affaires, financièrement. Hein? Chacun ses comptes, oui. Moi, oui, mettons, on va dire, je me suis impliquée beaucoup pour les femmes. Parce que même en étant en agriculture, je me suis impliquée des femmes en agriculture et tout ça. Parce que quand même, la femme de prendre sa place, mais quand même, d'être autonome, d'être... Parce que les femmes on pense qu'on n'est jamais... On pense que c'est acquis, mais c'est tellement fragile, là. Hey, c'est pour ça que c'est là, en jasant, on va dire tout ça, là, de voir que j'ai quand même, on va dire, mais il faut prendre notre place quand même dans n'importe quoi, puis, mais de mettre ça clair, c'est pas une cachette, c'est ça. Tu mets ça clair. Mais c'est parce que c'est ça, dans le milieu agricole, il y a tellement de femmes à une certaine époque, puis encore aujourd'hui, qui se sont retrouvées devant rien. Tu sais, une fois qu'ils ont tout donné, qui ont eu les enfants, qui s'occupaient de la ferme, qui participaient aux tâches, puis qu'une fois qu'il y avait séparation, bien, il y avait rien finalement. Tu sais. Fait qu'Annette fait partie de ces femmes qui ont aidé à cette lutte-là. Le patrimoine familial vient des femmes en agriculture. Puis les garderies en milieu agricole viennent des femmes en agriculture. Parce que nous autres, on ne l'a pas eu, mais on aurait aimé ça, des fois, qu'on va dire, tu sais, de quelques heures, là, pour... Prendre un peu de répit, oui. Ben oui, d'attendre moment. Mais tu sais, aujourd'hui, la garderie, c'est pratiquement, pour la jeune génération, de penser comme ça. Je regarde mon petit-fils, tu sais, qui dit... Oh, il dit, c'est quand je pense, il dit, tu sais, d'avoir les enfants, là, tout le temps, comment est-ce que tu en as un ou deux, mais il ne sait pas jouer tout seul, il est tellement accoutumé d'être... Je ne sais pas comment définir ma phrase, là, mais c'est ça que... Mais pour les femmes, de prendre notre place, c'est... Parce qu'une femme, quand même, on parle en agriculture, quand même, elle va au champ, elle travaille, elle arrive pour le repas, on va dire, si tu veux, à 11h30,
Quand elle ressort pour aller continuer pareil, la vaisselle est faite, toute chose, puis là, ben, tu t'en vas. Faut que tu fasses ça, là, toi. Ils sont même pas aperçus que tu t'as mangé. Oui, puis c'est qu'Annette, aujourd'hui, même si ça fait plus de 60 ans qu'ils sont ensemble, mais financièrement, c'est séparé, elle a ses propres affaires, puis c'est important pour elle. Ça fait partie de son indépendance, tu sais. Mais ça aussi, je trouve, tu sais, elle prend rien pour acquis. Moi, bien non, parce que quand on a vendu la terre, quand même, c'est ça. Là, quand on a vu passer le contrat, ben, j'ai dit, la moitié est à moi, on va dire tout ça. Et bien oui, ça fait toute partie de ça. Non, non, ma part est à moi, puis... Oui, puis c'est important de savoir parler d'argent. Pour moi. Retournons au contenu du livre. Il y a une section qui est dédiée à des conseils pour créer un jardin propice aux pollinisateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un court résumé de ce qu'il faut? C'est elle qui s'occupe de ça. C'est des fleurs qu'il faut planter dans le jardin pour les attirer. Oui. Mais un jardin, là, c'est pareil comme l'humain. Tu as des amis et tu as des ennemis. Il y a des plantes qui ne sont pas compatibles. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mets pas des oignons aux côtés des haricots. Ah, c'est OK. 2 ennemis. Les oignons et les haricots, 2 ennemis. 2 ennemis. OK. Par rapport à l'haricot, il n'y aura pas de récolte. OK. Puis, mais ils vont être dans le jardin pareil, mais il ne faut pas qu'ils soient aux côtés. À côté, OK. Ça fait partie de l'humain. C'est autant comme mettre des fleurs, parce que pour la pollinisation, les plantes ont besoin de pollinisation. Mais tu as moi j'appelle ça les tagettes qui vont pour les fleurs jaunes, parce qu'un piment, c'est pas une fleur qui est attirante pour l'insecte pour venir polliniser. Fait que si tu y mets une tagette, des fleurs jaunes, on va dire, c'est ce qui attire l'abeille pour venir polliniser. C'est des affaires qu'on apprend. Si j'ai retourné aux études dans ce domaine-là, c'est toutes des choses que j'ai appris pour un paquet de détails que... Est-ce qu'il y a certaines croyances populaires au sujet de la culture qui sont fausses? Par exemple, moi, j'ai été surprise d'apprendre qu'il fallait laisser les pissenlits pousser. Parce que j'ai toujours entendu qu'il fallait les arracher pour garder son jardin propre. C'est un mythe, ça. Le monde veut avoir la beauté rien du gazon. Ils ne veulent pas avoir le mix de tout ce que la nature nous donne. Puis, il y a bien des choses qu'on a désappris, que nos ancêtres savaient. Comme moi, je me sers de la cendre pour les oignons s'ils sont malades, ou les poireaux, ou même s'il y a trop de pourriture dans le champ, on va mettre de la cendre, puis on va vaincre la pourriture. Puis même dans les patates, dans les betteraves, dans les carottes aussi, dans les oignons. Mais la première expérience que j'ai faite, ça a été dans les oignons. Parce que en 2000, j'ai perdu ma récolte d'oignons à cause du mildiou. Puis en 2005, j'avais un champ il y avait peut-être la moitié de la pièce qui était une petite baissière. La même chose sur les produits. Puis là, je me demandais tout quoi c'est que je pourrais faire. Puis, dans les réflexions nocturnes de la nuit, il dit, si je mettrais de la cendre, ça chasserait la terre. Bien, au lieu d'avoir des oignons pourris, j'ai eu des oignons qui étaient le double de la grosseur des autres. Et ça, anciennement, la cendre servait d'engrais pour les fermes. OK. Puis, les oignons, c'est le même. Les poireaux, il y avait un verre qui s'attaquait à ça. Je l'ai réussi avec ça. Dans toutes les choses, j'ai trouvé que ça avait sa place pour un certain moment dans l'année. Oui. Eugénie, est-ce que tu te sens plus outillée après avoir fait tes recherches pour ton livre? Outillée outillée, c'est comme je disais, parce que par rapport à la vie en général, oui. Tous les gens qu'il y a dans le livre, j'y pense régulièrement, des phrases, des expressions qu'ils ont eues, puis ça m'accompagne, comme je disais, au-delà des savoir-faire, parce que je peux pas tous les mettre en pratique tout le temps.
Mais c'est beaucoup des conseils, des postures par rapport face à la vie qui me servent, oui, au quotidien. OK. Dans ton introduction, j'ai lu que tu t'es souvent fait poser la question pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux personnes aînées, puis que tu trouves que c'est une question étrange, mais je vais quand même te la poser, pas avec un sous-entendu que c'est un champ d'intérêt cocasse, mais avec la même curiosité avec laquelle je demanderais à un pilote pourquoi il s'intéresse aux avions. Bien, je pense parce qu'en tant que journaliste, d'abord, on n'en parle pas assez, puis on leur donne pas la parole. Donc, si on en parlait plus, puis on en parlait adéquatement, puis il n'y avait pas autant d'agisme, peut-être que j'en parlerais, cet intérêt-là ne serait pas aussi développé. Il y a ça d'abord. Mais je remarque aussi que dans tous mes reportages, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la continuité historique. C'est de faire toujours un pont entre le... Parce que c'est pas juste le passé pour le passé. Je m'intéresse pas à... J'aime pas tant l'histoire en tant que telle. J'irai pas fouiller des archives puis essayer de trouver, c'est ça, des documents anciens. Là, c'est pas tant, c'est comment ça résonne dans notre présent. Tant que j'arrive à trouver le filon puis à faire un lien avec le présent, puis ça permet toujours de comprendre d'où on vient pour regarder en avant. Fait que c'est toujours ça, c'est toujours ces allers-retours-là entre le passé puis le présent. Puis à chaque fois... C'est ça. À chaque fois, je suis tellement contente parce que je le sais pas. Tu sais, là, c'est ça, c'est toujours stressant aussi un peu parce que c'est des êtres humains. Puis la vie étant ce qu'elle est, bien, ça finit à un moment donné. Fait que, tu sais, je sais jamais si la personne que j'appelle, bien, puis ça faisait partie, tu sais, des fois, ils pouvaient pas, non, j'ai un rendez-vous à l'hôpital, non, tu peux pas venir maintenant. Il y a ça beaucoup, puis il y a la mort qui est omniprésente, tu sais. Fait que je pense que d'en parler aussi, de parler des personnes aînées, ça vient avec inévitablement parler de la mort, puis c'est pas triste, c'est juste ça fait partie de la vie, mais on n'en parle pas assez. Fait que c'est ça, puis c'est tout ça. Ouais. OK. Richard, were you happy when you heard about Eugénie's project for the first time? Yes, I was very interested in it and was pleased that she included me in it. And, yeah. Do you agree that there's not enough emphasis on, for lack of a better word, older traditions? I don't even think of them as older traditions. I think they're very important parts of life. Right. And should not be forgotten. It's ignored or forgotten. It's pretty well. We've spent thousands of years learning all this stuff. Let's not forget it. Right. Just because we have a bunch of computers and cell phones and water bottles. Don't forget water bottles. Et vous, Annette et André, lorsque Eugénie vous a contacté pour vous faire part de son projet, est-ce que vous étiez content de savoir qu'une jeune femme s'intéressait à la façon dont les personnes aînées ont vécu et s'est intéressée à vos connaissances? Oui, mais comme je dis, j'étais vraiment farouche. Pourquoi tu t'intéresses à ça? Ça me reste ce côté-là, tu sais, quand même. J'étais content comme ça. Mais je pense qu'Annette, jusqu'à temps que vous voyez le livre, vous ne compreniez pas trop pourquoi je faisais ça. Mettons, on va dire justement, j'avais vraiment pas compris. Oui. Tellement comme Mais ça a été le fun parce que quand le livre est sorti, j'ai appelé les gens, puis c'était beaucoup, tu sais, ils étaient tellement surpris, tu sais, que le résultat, ça soit ça. Ça a été un émerveillement, on va dire vraiment. Puis ce qu'elle nous a dit, c'est une personne très franche, parce que, d'accord, comme je dis au commencement, j'étais comme méfiante, je reste sur ça. Mais quand même, après ça, quand de voir le volume qu'elle avait dit qu'elle nous l'envoyait, puis quand on l'a reçu, il y avait le lancement à Montréal, tout ça. Puis c'est vraiment un beau volume, puis ce qu'elle a écrit, très beau. parce que honnêtement, j'avais demandé si je pouvais lire. Ah oui, elle voulait lire avant. Avant de ce qu'elle voulait écrire, pour voir si je pouvais le lire avant. Avant que ça soit publié. Puis elle m'avait dit non. Mais je faisais confiance. Moi, je voulais pas mais quand j'ai lu quand même
tout ce qui en était, C'était une belle plume. c'est vraiment un gros merci, un gros merci. Puis après ça, merci bien à vous. justement, j'en ai parlé à des amis qui n'ont acheté le livre, et puis moi, au fait, bien, on va dire, c'est ce que j'ai remis aux enfants, on va dire, le livre. Fait que c'est le cadeau, tout ça. Mais vraiment, je dis un gros merci, parce que c'est vraiment Ouais, très bien. le fruit de vos années de travail a été immortalisé dans ces pages. Richard, the fruit of your labor has been immortalized in these pages. So the fruit of all your labor Yeah. has been immortalized in Yes, these yes, pages. it's, Did you imagine it would look like that, the book, or really, you didn't think about it? Yeah. I didn't think about it. No, it was your book. You sort of, let's see what you do with it. Yeah. And it's excellent production. And as I say, the sentiment behind it is very important. And I hope it becomes a bestseller. I hope too. I'll see the movie when the movie comes out. Starring Sonnerton. One last question for you. Why does Eugénie refer to you as the philosophical knife maker? Well, if you mean philosophical, do I sit around thinking about the meaning of life? I don't think so, but, you know, I live in the middle of a forest, but I live with a psychologist, so some of her education must have rubbed off on me. Okay. Ben, c'est Interesting. parce qu'il avait toutes ces phrases tout le temps tellement pleines de sens. Tout le monde, tu sais, c'était tellement matière à réflexion tout le temps, chaque chose qu'il disait. Et pour ça, le Ok. coutelier philosophe, ouais. OK. Quels sont certains des commentaires que tu as reçus au sujet de ton livre depuis qu'il a été publié? Des gens qui ont participé ou en général? Les deux. Les deux. On dirait que je sais pas quoi te répondre, mais tu sais, ce qui est embêtant avec ce livre-là, c'est qu'il est tellement beau, puis c'est comme un format de table à café, que pour l'instant, j'ai l'impression que les gens, ils le donnent en cadeau, puis là, ils le déposent. Ah. Puis là, les gens peuvent le feuilleter, puis les gens n'ont pas encore lu. C'est sûr, j'ai eu, tu sais, dans les médias, on en a parlé, il y a eu des articles dans la presse, puis tu sais, il y a eu un bel accueil, mais je pense que là, les gens commencent à le lire. Puis moi, tu sais, c'est ça. Moi, c'est sûr que, comme je disais, il y a les savoir-faire. Mais pour moi, les savoir-faire, c'était tellement compliqué. Parce que ça a l'air, là, c'est ça, on en parle à Annette, puis on demande, puis un jardin propice aux pollinisateurs, comment ça fonctionne. Mais pour eux, tu sais, tout notre travail, ça a été de mettre ça en étapes. Comment on aiguise un couteau. Ah, ben il y a certaines étapes. Richard l'a fait tantôt, là, ça a pris 5 secondes. Ouais. Moi, il fallait que je détaille ça en étapes. Ça a été hyper compliqué parce que pour eux, c'est des gestes quotidiens qu'ils font. Fait qu'il y a ça d'une part, puis c'est comme ça que le livre se vend. Tu sais, on appelle ça savoir-faire, mais pour eux, c'est pas ça. C'est juste des gestes qu'ils font dans leur quotidien. Mais c'est sûr que moi, tous ces textes-là, je suis vraiment fière, tu sais. Fait que comment c'est reçu présentement? C'est sûr que oui, j'ai des bons commentaires, mais je pense que le livre commence, il est sorti en octobre, puis là, on est fin janvier. Il y en a qui l'ont reçu pendant les fêtes. Donc là, il commence à se promener de maison à maison. Puis c'est ça, j'espère juste que leur vie, puis ce qu'ils ont fait, ça va se promener dans les cœurs de chacun. Ouais. On l'espère aussi. C'est vraiment un très bel ouvrage. Et puis, comme vous l'avez tous dit, c'est un livre qui est beau à regarder aussi. Tu as dit que tu avais des photographes. Oui, ben avec oui, on va toi les nommer. aussi. Oui, Alma Kismic, Catherine Bernier, ces deux photographes de Québec qui m'ont accompagnée sur le terrain. Je ris parce que c'est toujours des aventures. Là. Ça a été des aventures parce que c'était drôle. Tu sais, j'appelais les gens puis je disais bon, Joe Albert à Lens-Saint-Jean, je m'en viens, Joe, je m'en viens vous visiter demain. Mais tu sais, c'était tout le temps comme ben oui, viens-t'en, mais tu sais, ils savaient pas à quoi s'attendre. Fait que des fois, soit ils avaient oublié ou tu sais, je rappelais puis c'était tout le temps. Même Annette, tu sais, j'arrive, je dis ben je m'en viens.
rien. Là, finalement, j'arrive, puis elle s'en va chez l'esthéticienne. Tu sais, elle n'est pas là. Fait que c'était, ouais, tu sais, c'était vraiment, il n'y avait rien de fixe. Puis c'est ça qui était beau. Tu sais, je peux pas écrire un courriel puis dire je vous donne rendez-vous. Tout se fait au téléphone, de vive voix, puis je me déplace. C'était beaucoup d'imprévus. Mais ouais, les photographes, pour en revenir aux photographes, ils ont fait un travail extraordinaire. Oui, vraiment. Ouais. C'est un super beau livre. Pour les gens qui aimeraient se le procurer. Disponible partout au Québec, dans toutes les librairies. Parfait. Ouais. Eugénie, Richard, Annette, André, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thank you for being with us tonight. Vraiment, c'est un livre hyper enrichissant et dû en grande partie à cause de vos connaissances. Donc, merci pour votre participation. Puis, Eugénie, merci d'avoir produit un si beau projet. Bien, merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir été avec nous et à la prochaine.